Vous avez raison de choisir Télé 50, son magazine décryptage. Et là, un nouveau numéro, les déploiements de la force onusienne, surtout la brigade d'intervention, a déjà commencé dans l'est de la République démocratique du Congo. Le commandant qui est à la tête de cette force onusienne spéciale, dotée d'une force de feu et surtout avec un mandat dissuasif. Ce commandant a déjà foulé le sol de l'est de la RDC. La panique, du coup, a envahi le camp de l'ennemi, le M23, les terroristes avec leurs parrains rwandais. Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être décidé dans les camps de l'ennemi? Vont-ils revenir à la table des négociations parce qu'ils ont séché cette table à Kampala? On en parle avec un patriote, Michel Kitoko, politologue, juriste avec plusieurs casquettes. Bienvenue, Monsieur Kitoko. Merci. Comment voyez-vous déjà la tergiversation dans les camps de l'ennemi des Congolais? Moi, je n'appelle pas ça tergiversation. J'appelle ça tout simplement que c'est un aveu, la reconnaissance des défaites, quelque part. Vous allez comprendre pourquoi, depuis longtemps, j'ai toujours demandé à ce qu'on puisse, l'État congolais puisse quitter la table de négociation de Kampala. C'est une table qui ne servait à rien. C'est une table que moi j'appelle une table de la honte. Parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer à négocier avec la force du mal, concoctée par le Rwanda, reconnue comme telle, mais en même temps, une force mise sur la liste des terroristes. Le terrorisme, on le combat, on ne négocie pas avec. Mais à un moment donné, nos compatriotes ont voulu aller plus loin avec la voie diplomatique jusqu'à toucher l'intouchable, que moi j'appelle les démons qui gangrènent la situation réelle de la sécurité à l'est du pays, où nous voyons à chaque jour qui passe, les familles entières endeuillées, les enfants tués, les femmes violées, la population déportée, mise dans des conditions d'esclavage, des conditions horrifiées, et tout ça, on va se mettre avec le gourou autour d'une table pour négocier. Ce n'est pas possible. Les Nations Unies a pris le relais. Vous allez voir qu'il y a eu des négociations à Addis Abeba. À Addis Abeba, les accords cadres, ainsi de suite. Les accords cadres étaient beaucoup plus théoriques, parce que la population voulait palper un certain nombre de réalités, notamment la sécurité, la paix. Ils n'ont pas demandé, je l'ai toujours dit, nous n'avons pas demandé au diable de nous donner ce pays. Est-ce que c'est le diable qui vous a donné? Mais attendez, j'ai dit, nous n'avons pas demandé au diable. C'est le bon Dieu Tout-Puissant qui nous a donné ce pays. Et comme dit le président tunisien, il nous a donné ce pays où Dieu il a tout donné, même le reste. Je suis fier d'être congolais. Il va falloir qu'à un moment donné, nos amis rwandais se sentent heureux d'être rwandais. Est-ce qu'il suffit d'être fier d'être congolais alors que Dieu vous a donné le pays pour le cultiver, l'entretenir et le protéger? Nous allons entretenir ce pays. Vous ne prenez pas possession de votre pays, vous vous réjouissez seulement d'appartenir à un grand pays riche potentiellement, mais vous laissez vos voisins venir se moquer de vous et piller. Mais attention, il faut regarder, si vous voulez poser cette question, nous allons regarder l'histoire de ce pays. Vous allez comprendre que c'est une histoire très dramatique. C'est vrai, le pays est convoité par de grandes puissances, par de forces ennemies et par des fois des firmes internationales qui concoctent des complots depuis l'extérieur et qui travaillent en lien avec des fois les fils du pays. Ce pays est tellement riche. Vous allez voir que dans l'histoire de notre pays, notamment pendant la période des indépendances, quand Patrice Emery Lumumba, après son discours, qu'il a ouvert les yeux à tout le peuple congolais pour regarder vers l'avant, vous allez voir ce qui est arrivé juste après son discours. Et c'est un discours qui était vrai. Il n'a parlé que des choses, des évidences qui sont vraies. Vous allez voir ce qui va arriver. Quelques jours plus tard, c'était l'insurrection au sein de l'armée nationale contre les méthodes racistes de colons à l'époque. Mais quelques jours plus tard, parce qu'il n'a même pas fait 2 semaines de gouvernance, la sécession du Katanga, le 11 juillet 1960. La sécession lui a été déclarée de face. Est-ce qu'un Premier ministre dans des conditions peut travailler vraiment pour faire renaître la richesse, l'économie du pays et mettre en marche? Non. Vous allez voir que c'est répétitif. Nous allons sortir. Est-ce qu'un président à la tête d'un pays déstabilisé de toutes parts peut sortir ce pays du bourbier?
Ouais, justement, voilà pourquoi je vous le dis... remettre sur la voie de l'émergence. Tout à fait, il est possible. Voilà pourquoi les jours que nous aurons à mettre vraiment du calme, parce que ce pays a connu plusieurs traumatismes. Le traumatisme de l'esclavage, nous l'avons connu. Le traumatisme de la colonisation, grande colonisation, nous l'avons connu. Les traumatismes des grandes dictatures et des guerres, nous avons connu dans ce pays-là. Et pourtant, ce n'est pas la richesse qui manque. La richesse ne manque pas dans ce pays. Très bien, on revient à la table des négociations. À la table des négociations. Vous allez on peut dire pour parler de Kampala, vous dites une rencontre de la honte. Est-ce que vous, en tant que politologue, vous ne jugez pas que l'approche de Kinshasa, en maintenant le M23 autour d'une table à Kampala, ça a été une stratégie pour amener l'ennemi à bout de souffle? Non, mais je pense que oui. Il y a moyen de se respecter, non pas de se faire humilier quand même. Hein. L'ennemi à bout de souffle, pour quelle raison? L'ennemi a tué les populations entières là-bas à l'est du pays. L'ennemi a continué à violer. Qu'est-ce que l'ennemi n'a pas fait sur le territoire congolais? L'ennemi a violé les femmes et les enfants congolaises. L'ennemi a déporté de familles entières là-bas. L'ennemi a empêché la population là-bas, notamment les enfants, d'aller à l'école. Bientôt, peut-être les examens d'État. Est-ce que les jeunes qui sont... ils vont travailler dans de bonnes conditions. Par des épreuves des épreuves, ainsi de suite. Tout ça, l'ennemi en a empêché beaucoup de choses. L'ennemi a empêché l'État congolais à recevoir ses recettes normales qui doivent entrer dans la caisse de l'État. L'ennemi a empêché beaucoup de choses. L'ennemi se met dans des conditions de traquer la population maintenant, prise d'otages et réclamer des rançons. Tout ça, l'ennemi en a fait. Est-ce qu'un ennemi pareil, on va se mettre autour d'une table avec pour négocier, encore une fois? Vous qui ne voulez pas entendre parler des sons de cloche dans ce sens-là, j'ai dit tout simplement que l'approche du gouvernement était peut-être au début une très bonne chose, mais quand cela va s'avérer que c'est un groupe terroriste, il fallait faire très attention. Quand cela va s'avérer, ça ne s'est pas encore avéré que ce sont des terroristes. Ça s'est avéré. Un mois avant, je vous disais sur le plateau de la télévision que j'ai considéré ce groupe un groupe terroriste des Nations Unies. Quelques temps après, notamment les États-Unis, ils les ont mis sur la liste des terroristes. Je n'ai fait que des analyses par rapport un comportement décadent des ennemis à l'est du pays. Alors, le M23 se retire de la table et maintient sa porte ouverte à ce pourparlers. Il dit se retirer pour examiner les deux options entre celle qui tend vers l'affrontement, hein, ou qui veut l'affrontement avec la brigade d'intervention, et celle qui veut absolument la négociation ou la voie pacifique, politique pour sortir de la crise. Alors, vous pensez que c'est un retrait stratégique ou c'est tout simplement une fuite en avant l'arrivée, le début des opérations? Il y a fuite en avant. Le M23 pensait que l'État congolais devenait son messie sur la table des négociations, tout simplement. M23 était content de voir l'État congolais en train de négocier avec sur la table. M23 voulait que des signatures se précipitent rapidement pour stopper l'opération des Nations Unies qui doit envoyer une force réelle pour en finir avec M23 sur le terrain, qui est considéré comme une force négative et une force terroriste. M23 voulait à tout prix être aux côtés du gouvernement. Mais pour la première fois, vous allez comprendre que M23 voulait qu'il y ait une signature, qu'il y ait des accords, qu'il y ait vraiment cette amnistie-là. Alors, la décision du Conseil de sécurité, une surprise pour le régime de Kagame, une surprise pour le M23 et pour Museveni? Ce n'est pas une surprise pour... un piège? Non, ce n'est pas... Kagame, attendez. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas une surprise pour Kagame. Kagame sait ce qui lui arrive. Il a la conscience. Il sait le nombre d'actes qu'il a posés depuis qu'il est dans les affaires. Depuis qu'il est dans les affaires, le nombre d'actes qu'il a posés au Rwanda et au Congo, aujourd'hui, les conséquences, il va supporter seul avec son ministre de la Défense, James Kabarebe. Vous le prenez pour un ange, il connaît l'avenir, il connaît son passé, mais la France, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, c'est une sorte d'antidote. Cette France qui veut à tout prix régler aussi des comptes au régime de Kagame, et puis l'échec de l'arrivée de Madame Rice, Suzanne, à la tête du département d'État américain,
tout ça, c'est une sorte d'échec, d'échecs qui se suivent quand même Moi, dans les camps de l'ennemi. Oui, oui, mais je rectifie une chose. Je ne prends pas Kagame pour l'ange qui connaît l'avenir. Même les démons savent que son sort est scellé. Les démons, le diable sait que son sort devant Dieu, c'est l'enfer. Sa place, c'est l'enfer. Kagame n'est pas un démon. Non, il peut être au service des démons ou du Vous diable. savez, au service des démons, quels sont les actes que vous pouvez considérer comme des actes démoniaques? Quels sont les actes que Kagame n'a pas posés, n'a pas infligés au peuple congolais? Quels sont les actes-là? Il restait simplement une bombe. S'il en avait vraiment la possibilité de déclencher une bombe nucléaire, il pouvait le faire. Quels sont les actes qu'il n'a pas encore posés sur le sol congolais? Pillage, il a posé sur le sol congolais. Viol, il en a posé sur le sol congolais. Massacre, il en a posé sur le sol congolais. Et tout le reste, terrorisme, il en a soutenu sur le sol congolais. Quels sont les actes que Kagame n'a pas encore posés sur le sol congolais? Moi, je vous dis, c'est une force négative. Qu'on ne compte pas Kagame lui-même, son ministre de la Défense, James Kabarebe, ainsi de suite. Donc, vous allez comprendre que lui seul, avec son ministre et les autres, là, ses généraux, ils vont prendre toutes les responsabilités. La page d'ombre, nous sommes en train de la tourner. Rien ne restera éternel dans cette affaire-là. La communauté internationale a pris conscience de beaucoup de choses. Le M23 se réorganise, apparemment. Pensez-vous qu'ils feront face et les troupes que Kagame lui envoie, est-ce qu'ils vont faire face, ces soi-disant rebelles, à la force d'intervention dotée des moyens logistiques, de la haute technologie? La haute technologie est du camp de la force des Nations Unies qui va chercher à mettre fin à des hostilités, à des aventures concoctées par Paul Kagame et son ministre de la Défense, James Kabarebe. Je ne cesse de les répéter. Les feux, les soleils, le radar contre le mal de Kagame, c'est maintenant là, à ciel ouvert. Il va supporter seul les conséquences de ce qu'il a posé comme acte sur le sol congolais. Et je vous dis... Dans vos analyses prospectives, est-ce qu'ils peuvent opter pour l'affrontement? Justement, il n'a pas le choix. Kagame n'a pas le choix que, quelque part, de laisser... Et vous allez voir le nombre de sacrifices qu'il va faire pour le M23. Aujourd'hui, ceux qui ont cru à Kagame, comme le maître à penser, notamment, vous allez voir comment il a manipulé la population congolaise. Les forces rebelles, durant l'époque des FDL jusqu'à RCD, ainsi de suite. Il a manipulé pas mal d'hommes politiques dans ce pays qui ont cru en lui comme les maîtres à penser. Aujourd'hui, les maîtres à penser est lâché par ses maîtres. Ceux qui ont fait de Kagame ont lâché Kagame. Vous allez voir ce qui va devenir bientôt là. Lui qui sera à la recherche des refuges, des petits amis, gauche-droite, il va être dans l'errance de chercher ces amis-là qu'il ne trouvera même pas. Je vous dis encore une fois que cette fois-ci-là, nous sommes en train de tourner la page la plus sombre que nous venons de connaître. Après les élections, ce pays qui a tant cherché la démocratie et on va nous infliger ce qu'on nous a infligé là, nous ne méritons pas ça. Mais Nations Unies, quelque part, moi j'ai dit tout simplement au peuple congolais, ne crachons pas cette fois-ci sur cette force qui vient nous aider à en finir avec la force du mal. Nous allons les accueillir à bras ouverts, nous allons essayer d'entretenir de bonnes relations avec. Ils ont commencé à venir, ils sont là à Goma et ils sont là, ils vont entretenir de très bonnes relations, mais c'est pendant cette période-là, je l'ai dit, en tant que la conscience universellement intellectuelle, je dis que c'est pendant cette période que nous, peuple congolais, notamment les pouvoirs en place, doivent en profiter pour mettre en place une armée dissuasive, une armée capable de finir avec l'ennemi une fois qu'on est attaqué par l'extérieur. Très bien, alors la brigade d'intervention commence à être déployée. Entre-temps, la Belgique donne le quitus pour la formation d'un autre bataillon, le 3e des forces armées de la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous cette nouvelle, cette décision de la Belgique? Très bonne nouvelle. Et vous allez voir que ce n'est pas la première fois que la Belgique là, a formé des bataillons. Ce n'est pas la première fois. Donc, quelque part, nous qui sommes à la brigade vient et ils prennent cette décision, une façon de dire, au-delà de cette force, il faut